Du coup, on a un peu évoqué comment tu étais devenu Christophe Ménet. C'est-à-dire, oui. ça, ça dit pas grand-chose aux gens, On mais pourrait en parler pendant 8 heures, je pense. Et moi, j'aimerais bien qu'on évoque un peu le théâtre, c'est-à-dire toi, comment t'approches cette matière, parce que je t'ai pas encore vu jouer, malheureusement, enfin, si ce n'est en cours et si ce n'est sur ce que tu nous montres. Mm. Et j'aimerais savoir, parce que cette année, tu nous as raconté qu'à un moment, tu as dû jouer un rôle de violeur. Or, c'est ça, hein, de ouais, violeur. pas de violeur, non, d'un gars accusé de viol, mais Ah, qui a un peu... c'est plus un mec dépressif qui a essayé qui était lourdingue avec une nana et qui a essayé d'obtenir un baiser sans consentement. ok. Euh, ouais, bah, j'ai trouvé ça violent, mais j'ai trouvé ça génial en même temps. Euh, C'était dur parce que j'ai pas voulu tricher avec ce truc. J'ai pas trop voulu qu'on me maquille, j'ai pas trop voulu machin, parce que je sentais que le sujet était important. Parce que d'abord c'est un sujet de société important, mais c'est aussi un sujet important pour nous les mecs. Dans le sens où... Complètement, ouais. où- Ouais, quoi, je suis complètement d'accord. C'est un sujet sur lequel on est complètement pas dépossédé, mais on sait plus ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on a le droit de faire. On est tout le temps gêné. Ouais, on sait plus, mais en même temps c'est bien de plus savoir, et puis surtout de se dire, bah tiens, ce qui est difficile, c'est que notre fierté, notre orgueil, alors on va se sentir un peu agressé, tout ça. J'ai ressenti ces choses-là. Puis après, j'ai réfléchi à la chose différemment. Mais non, mais en fait, on a l'occasion, là, on a une chance. On nous offre une chance, peut-être, de nous remettre en question sur notre éducation, qui n'était pas super, euh, sur tout ça. Et c'est peut-être un pas de plus vers le respect. Moi, j'aimerais qu'après, que ce pas de plus vers le respect, on le fasse par rapport aux ouvriers, par rapport à l'Afrique, par rapport au climat, par rapport à tout ça. Voilà, en fait, Et t'as raison, c'est une opportunité qu'on nous offre de réfléchir sur le comportement qu'on a vis-à-vis des femmes, ouais. ce qu'on se permet, etc. etc. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est comment t'as préparé. Alors, je fais un petit rappel, une mini parenthèse. J'ai réfléchi un petit peu avant, je me suis dit comment il a pu préparer ça. Soit il a la technique de l'acteur studio, mais en l'occurrence ça marche pas. Non. Parce que l'acteur studio, pour faire un mini rappel pour les gens qui connaissent pas, c'est un grand studio américain. Je crois que c'était Lee Strasberg, c'est ça Lee Strasberg qui était prof là-bas, mais Ouais. ça vient de la méthode Stanislavski, c'est les Russes. Et c'est un truc que j'adore, hein, mais Ouais. où tu vas chercher dans tes émotions, dans ton histoire, dans tout ça. Voilà, Pacino, James Dean, Brando, ils viennent tous de ça. Et c'est des grands acteurs. Après, moi, je rejette pas ça du tout. Il y avait des très mauvais acteurs en France qui critiquaient ça et qui critiquaient ouais Pacino, qu'est-ce qu'il fait? Il se crève un œil. Oui, bon, écoute, mon ami. Non mais c'est intéressant comme parce que c'est la limite du jeu, c'est-à-dire que pour donner un autre exemple qui est peut-être moins polémique sur le jeu, c'est Adrien Brody quand il joue le pianiste, il a perdu littéralement 25 kilos ou 30 kilos, il mangeait pas pendant des jours pour avoir le sentiment d'être affamé et jouer. Donc et alors, du coup la question c'est est-ce que tu joues encore si en fait tu t'affames pour jouer un mec affamé? Ouais, tu joues parce qu'à partir du moment où il s'appelle plus Adrian Brody, qu'il est plus dans ses fringues et qu'il est dans un contexte qu'il n'a pas vécu, oui, il joue. Après, lui, il décide d'avoir cette mise en place là. Moi, alors je suis pas Adrian Brody. Je suis un peu moins connu et peut-être moins talentueux, va savoir. Non, non, mais blague à part, je- à chaque fois que je travaille un truc, je fais une préparation invisible. C'est-à-dire que je lis très rapidement le scénar, le truc. Parfois, je vais être honnête, même je lis que mes scènes. Voilà. C'est pas que je me désintéresse du scénar, mais c'est que voilà, je me dis que mon personnage n'a pas forcément connaissance de tout, donc je lis mes scènes. J'apprends le texte voilà, par cœur, sans réfléchir, ou parfois je l'apprends pas, ça dépend. Si c'est un personnage qui hésite dans la vie, je l'apprends pas trop. Mais par contre, j'y pense. Voilà, j'y pense. Je sais pas trop décrire, ça fait même un peu prétentieux, mais je vis un peu avec lui, je le porte un peu en moi, j'y pense tout le temps. Voilà, j'y pense tout le Ouais. temps. Si on part d'un truc schématique, tu pars plutôt du fictionnel, c'est-à-dire du personnage, et t'essaies de nourrir ton imaginaire et de faire un chemin vers lui pour voir comment il pense, comment il agit, etc. Ou tu pars de tes émotions à toi? Non, non, c'est pas aussi conscient. En fait,
je sais pas, je pense à lui comme quelqu'un qui a des soucis, quoi. Comme tu penserais à un pote ou à tes parents s'ils vont pas bien. Et ben voilà. En fait, je crois que c'est ça ma méthode. Je sais pas si elle est bien, mais en tout cas, et puis ça me permet peut-être un peu de l'enfermer un peu en moi. Mais c'est bizarre, hein, parce que même ce rôle-là qui a été difficile, et ben, j'ai toujours après un truc quand il s'est passé quelque chose avec un personnage, au moment où je quitte pour la dernière fois le costume du personnage, j'ai une espèce de tristesse. C'est fou à dire. Et c'est pour ça que ça fait prétentieux, parce que ça fait vraiment phrase d'acteur. Oui, je dis adieu. Mais en fait, non, c'est vrai. J'ai un vrai truc de... Mais du coup, est-ce que c'est pas là où ça te touche? Tu lui as donné vie et du coup, tu l'as habité, tu l'as autorisé à vivre, ce personnage. Et donc, d'une certaine manière, tu lui as donné le droit d'exister. C'est là où ça te touche peut-être aussi perso. C'est que tu t'autorises un espace d'existence. Et quand, si je fais OK, je fais du psy de comptoir. Mais non, si, tu recoupes bien avec le début de l'entretien. Bah oui, si la timidité, c'est la difficulté à être présent, à exister, à t'autoriser d'être là, le fait de t'autoriser à être là même par un autre, qui est le personnage, quand tu le quittes, tu perds une partie de toi-même aussi, j'imagine. Oui, j'ai rien à ajouter, c'est vrai, t'as raison. Ok, j'ai raison, c'est cool. Alors, T'es fort. Eh ouais. Ah ouais, il y a une question parce que du coup, donc pour rappel, voilà, j'ai suivi tes cours cette année, j'ai adoré, j'ai appris plein de trucs et tout. Moi, ce qui me drive en général, c'est, désolé de parler de moi 4 secondes, mais c'est d'apprendre des choses. Un de mes drivers, c'est d'apprendre des choses, etc. Et donc là, en préparant, je me demandais, au-delà de tout ce qu'on a déjà évoqué, est-ce que quand tu as commencé ou est-ce que maintenant, tu joues pour apprendre, tu joues pour grandir? Parce que aussi, moi, en général, du coup, je suis parti de moi, ce qui est bête, hein, mais... et tu vois, en me disant, généralement, j'essaie de faire des choses pour grandir. Cette année, émotionnellement, grâce à toi, grâce à toute la troupe, j'ai énormément grandi émotionnellement et je te remercie encore. Et je remercie tous les autres aussi par la même occasion. Est-ce que du coup, c'est ça? Est-ce que tu te dis, je travaille aussi, par ces rôles, à être un meilleur être humain, ou à mieux me connaître, ou à mieux vivre, ou à être moins timide? Non, en fait, ça va être très décevant ma réponse, je crois. Mais je joue parce que j'ai la chance qu'on me demande de jouer. Mais si c'était que de moi, j'ai plus très envie de jouer. Tu fais une réponse godardienne, là. De fausse humilité. Ah Moi, non, je non, joue non, parce qu'on me pas demande du de faire tout. des films. Non, pas du tout. Non, c'est une vraie chance. Et j'ai plein de copains qui galèrent et tout. Et j'ai de la chance parce que je travaille avec des gens qui me suivent depuis longtemps, d'autres qui me découvrent et qui me font confiance. Alors, j'ai pas des rôles non plus, j'ai pas des premiers rôles encore. Mais tu vois, je dis encore, pensant que peut-être ça va venir, alors que vraiment, à chaque fois, tu peux demander à tous les gens qui me connaissent très bien, hein, ils sont peu nombreux, mais ils vont me dire, ça m'angoisse quand on m'appelle pour aller jouer la comédie. Mon premier réflexe, c'est de dire, oh putain, non, j'ai envie d'arrêter ça, je veux plus, laissez-moi aller donner mes cours. Après, je vis des moments géniaux, tu vois. Là, sur la tournée avec Edouard, un bus passe, on s'est quand même marré. Il y a eu des choses, voilà, des moments formidables sur le téléfilm aussi. Voilà, j'ai fait d'autres trucs qui étaient chouettes, mais ça m'angoisse et j'ai plus envie d'être dans cet inconfort. Et je pense que ma place aujourd'hui, elle est pas du même côté. Voilà, j'ai envie de diriger des gens, de mettre en scène, d'enseigner. Éventuellement de réaliser, mais pas de la fiction d'ailleurs, du documentaire, c'est des choses qui m'intéressent. Mais en tout cas, j'ai plus envie de jouer parce que d'abord, j'ai plus cet ego-là. Il faut beaucoup d'ego pour jouer. Et moi, ça me gonfle. Et puis, les comédiens me fatiguent à parler que d'eux. Ce que je suis en train de faire en ce moment, comme eux, en prenant leurs attitudes. Tu le fais pas comme ça. Alors du coup, ouais, t'as dit tellement de choses intéressantes là, j'ai essayé de noter pour que ça m'échappe pas. C'est gentil. Le premier point, je reviens, je suis désolé, hein, encore une fois, à la timidité, parce que ça m'intéresse, et puis aussi parce que je suis curieux moi je m'interroge sur la vitalité, c'est-à-dire est-ce qu'on a un capital de vie
qu'on crame au fur et à mesure. Et c'est vrai que tu sens, tu sais, quand les gens sont en fin de vie ou quand ils sont usés parce qu'ils ont une vie difficile, qu'il y a un moment, il n'y a plus l'énergie. Et du coup, si je prends ton cas, là, ce que tu nous racontes, ça te demande de l'énergie d'aller vers les autres et donc de jouer. Et donc là, est-ce que tu es en train de dire, c'est bon, j'ai cramé trop d'énergie à ça, et donc à chaque fois qu'on m'appelle, j'ai pas envie, foutez-moi la paix, mais bon, j'y vais parce que c'est des projets intéressants, j'y vais parce que j'aime les gens, ou voilà. Mais en même temps, je sens que j'ai moins d'énergie à ça, et donc tu as envie d'aller vers une sorte de, peut-être, je sais pas, de plus de confort, ou de, tu sais, un truc, tu vois, de quand tu arrives un peu à un âge un peu plus avancé, où tu vois, tu veux être bien, quoi. Ouais, je veux être bien, mais c'est pas. Non, non, ça vient plus. je- Voilà, peut-être moins ce besoin d'applaudissements, en tout cas. Euh, ou de compliments, ou de choses comme ça. J'ai moins besoin de me mettre en avant. T'as moins Euh, besoin de flatter l'ego, en fait. hmm, T'as moins besoin de flatter l'ego. Exactement. Et par contre, le confort, non, pas du tout, parce que mettre en scène ou éventuellement écrire ou filmer un documentaire, c'est pas une position confortable. C'est la position du metteur en scène, de celui qui est à l'initiative, et je pense la plus dangereuse, celle qui t'expose le plus. Un écrivain, par exemple, toi qui aimes la littérature et qui lit beaucoup, un écrivain, on ne le voit pas quand on lit son livre. Et pourtant, il est présent à chaque page. Bah, c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, j'ai peut-être besoin de cet inconfort-là. Euh, mais en tout cas, non, pas de confort. Ça, c'est ce que je fais croire à mes proches, que j'ai besoin de confort, je crois. Mais non, non. Même quand je suis chez moi, je me mets en position d'inconfort. Je cuisine des plats que je sais pas faire. On va s'enquérir du résultat très très vite. Oui. Et donc on en vient aussi à un autre sujet que je voulais aborder, c'est justement, alors, déjà je suis 1000 fois d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire moi je trouve que tu as peu d'ego, c'est un truc qui m'a frappé assez vite pour un comédien ou pour une personnalité publique. Je suis pas public. Non, Enfin, mais je suis public. un peu. Je suis moins public que Brad Pitt. Je pense. Après, Oui, peut-être que c'est discutable. ça dépend des communautés. Mais et alors, du coup, pour revenir à ça, c'est un truc qui me fascine aussi, c'est-à-dire, est-ce que d'une certaine manière, tu te mets pas dans la lumière, enfin, comment dire, tu pourras avoir plus de lumière braquée sur toi, mais est-ce que justement c'est parce que tu en es arrivé à ce stade où tu n'en as pas besoin. Pardon, je m'explique, c'est pas hyper clair ce que je dis. Si. Ce que je veux dire, c'est il y a toujours un phénomène hyper paradoxal de quand tu vas chercher la lumière, à la fois c'est parce qu'il y a du talent, c'est parce que voilà, mais c'est aussi parce que tu en as besoin pour compenser quelque chose. Et c'est hyper rare, enfin j'ai pas constaté en tout cas, mais peut-être que tu vas m'éclairer là-dessus, sur des gens qui vont chercher la lumière, qui la reçoivent, mais qui sont très très clairs avec ce que c'est. Et d'une certaine manière, c'est une sorte d'estime et d'amour qui est indirect, puisqu'il y a un objet entre toi et les applaudissements, c'est la pièce, c'est le rôle, c'est... Est-ce que du coup, tu es arrivé à un stade de maturité et d'auto-estime et de bonheur où tu reçois ça dans ta vie personnelle, donc ça s'est équilibré? Comment t'expliquerais ça? Non, je pense pas que ça a à voir avec ma vie personnelle. En fait, je pense que ça a à voir avec des illusions que j'avais au départ, en fait, quand je suis venu à Paris pour faire ce métier. J'étais pas attiré que par la lumière. Je m'en suis rendu compte après. C'est-à-dire que je pensais que quand tu étais acteur de théâtre ou de cinéma, tu passais ton temps à travailler sur des projets passionnants, entouré de gens passionnants, qui te racontent à longueur de journée des choses passionnantes, que tu vas dans des dîners passionnants, etc., etc., etc. Et quand j'ai vu que c'était le cirque Pinder, je suis tombé de haut. Et je me suis dit, mais en fait, si c'est pour juste avoir la lumière, le César, l'Oscar, le truc, le machin, j'en sais rien, je m'en fous complètement. Je suis pas prêt à me cogner toutes ces conneries là. Pour ça, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu faire des choses
qui sont réservés normalement aux gens très connus. C'est-à-dire qu'à 27 ans, j'ai fait le Festival de Cannes avec Canal+. Alors que je regardais ça quand j'étais ado, je me suis retrouvé là-dedans, avec des sketchs minables qu'on travaillait pas. Et du coup, voilà, mais ça, c'était vraiment génial. On s'est bien marré. Mais ça m'a permis de voir aussi l'envers du décor. J'ai rencontré aussi, je pense, à peu près tous mes héros de cinéma. J'ai pu jouer avec eux, converser avec eux, voilà. Et voilà, mais ils sont pas nombreux. Et puis tout ce qu'il y a autour m'emmerde en fait. Pardon, je vais dire un truc. Pardon, mais je les trouve cons. Voilà. C'est horrible à dire et c'est méchant. Mais qu'est-ce que t'appelles con? Parce que moi j'ai l'impression, en préparant, je me disais, ce qui est super agréable avec toi, c'est que tu as du recul justement. C'est ce que tu es en train de dire. Tu as du recul par rapport à la grande famille du cinéma français, par rapport à ce milieu, mais comme à d'autres milieux, etc. Et est-ce que justement, la marche que tu n'as pas encore prise, c'est que tu n'es pas premier degré? C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus difficile quand tu as du recul de prendre toute la place parce que j'ai pas envie de citer des exemples parce que voilà, j'ai pas envie de dénigrer, etc. Mais parfois, quand tu entends effectivement des phrases d'actrices ou pour prendre un cliché ou de réalisateurs qui parlent de d'écrivains, qui parlent de leurs livres, qui parlent de leurs films, etc. Avec aucun recul, t'espères que dans leur fort intérieur, ils en ont et qu'ils jouent. Et le pire, c'est que parfois, tu dis que non. Ils jouent, mais ils se rendent pas compte qu'ils jouent, quoi. Ouais. Ils se rendent pas compte qu'ils jouent et voilà, moi c'est ce que je trouve agaçant. Franchement, il y a des trucs. Alors ils sont pas tous cons, voilà. Moi ce que j'aime bien, je travaille avec Edouard Baird. Ce que j'aime bien justement, c'est qu'il a quand même un truc un peu en marge. Il fait pas trop comme tout le monde et c'est chouette. Il y a d'autres que j'aime bien. Voilà, j'aime bien Dupontel, j'aime bien. Mais j'aime bien Poulvord, mais c'est un peu des ovnis, bizarrement. Génie, Poulvord. Ouais, mais après, la grande majorité, oui, mais quand on les écoute parler, mais voilà, je sais pas. J'adore Piala, par exemple, mais Piala, il est mort. Ouais, puis paradoxalement, vous êtes dans un métier où il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail. C'est-à-dire que c'est un truc d'une certaine manière, c'est un truc dont les spectateurs n'ont pas toujours conscience, mais quand c'est bien fait, ça paraît simple. Et sauf que pour que ça paraisse simple, il faut énormément travailler. Et donc on en vient à un autre sujet connexe, c'est parce que tout à l'heure on évoquait la violence. Et je me disais, est-ce que ce qui fait que tu n'as pas pris la marche aussi, au-delà du fait que tu aies du recul, que tu sois secondaire, est-ce que c'est aussi pas le manque de volonté de tuer les autres? Parce que c'est le manque de volonté de tuer les autres. De tuer les autres. Ah oui, métaphoriquement ça, oui. parlant, parce qu'il y a quand même un truc dans vos métiers où vous êtes extrêmement nombreux, il y a plein de gens qui ont du talent, et à un moment, il faut aussi prendre la place. C'est ça. Tu vois, on revient à la métaphore du départ, c'est-à-dire, tu es dans le coin, tu as l'espace possible à explorer, et puis tu n'as pas trop envie d'y aller. Alors qu'en fait, pour être en haut de l'affiche, il faut prendre la place de l'autre, quoi. Voilà, mais ça, c'est faut prendre la place de l'autre. Voilà. Non, mais moi, je suis le Guy Forget de ce métier, je crois. Guy Forget, il disait ça. Il disait, quand je croisais mon adversaire au moment du changement de côté de cour, il me mettait un coup d'épaule, et dans ma tête, je dis, tu veux gagner le match, je vais le gagner. On n'a pas envie de ces rapports-là. Qui rêve de ça? Quand t'es gamin, on te dit, faut toujours garder une part d'enfance dans nos métiers. Ah bon, mais alors quand t'es gamin, ton rêve, donc, c'est de prendre la place de l'autre. Non, moi, j'ai pas envie de prendre la place de l'autre. Ça va peut-être prendre plus de temps, mais j'ai envie de me fabriquer la mienne. Alors même si c'est une petite place, qu'elle est un peu bancale, mais au moins c'est la mienne. Et ce ne sera pas celle d'un autre. Et ça prend du temps. Mais j'ai pas envie de me battre contre les gens. C'est tout ce cirque-là, quand je dis c'est le cirque Pinder, c'est précisément ça que tu décris. Ça m'intéresse pas. Oui, c'est le même cirque que dans les grosses boîtes où il faut pousser, copiner. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que là, il y a deux chemins qui, peu importe le métier d'ailleurs que les gens font, il y a deux chemins possibles. C'est-à-dire, tu as le chemin de je prends la voie d'une certaine manière corporate, c'est-à-dire ce qu'on voit dans les grosses entreprises où il faut éliminer des gens, il faut se placer, il faut parler avec la bonne personne, etc., etc. Et du coup, la violence, d'une certaine manière, elle est à la fois insidieuse et apparente. Et tu as une autre stratégie qui, à mon avis, est la plus intéressante. En effet, c'est ce que tu dis, c'est de trouver ta niche. C'est-à-dire trouver le truc
qui demande du coup une conscience et une connaissance de soi très forte, mais le truc que toi tu fais différemment et que si quelqu'un d'autre le faisait, ça marcherait pas du tout, mais quand toi tu le fais, c'est un peu le cas d'ailleurs de, je sais pas, Kaamelott par exemple. Kaamelott, c'est un ovni, ce truc. Ouais, par Mais exemple. c'est tellement bien fait et c'est tellement pur d'une certaine manière. Il va tellement au bout de son concept, etc., que c'est extraordinaire. C'est une réussite. Moi, je trouve que c'est le plus grand auteur dramatique français. Enfin, je dis ça. Voilà, il y a des écrivains de théâtre qui sont très bien, mais au cinéma ou en série, je trouve qu'il a une écriture qui est extraordinaire. Non, mais il est fabuleux et voilà, bah, c'est quelqu'un qui, je pense, a eu. Il le dit très bien d'ailleurs. Il vient d'une famille de comédiens, Alexandre Astier aussi. Et, je pense que très vite, c'est quelqu'un qui s'est fait confiance, qui a eu accès aussi très vite à des choses. Voilà, la musique, l'écriture. Il baignait là-dedans, c'est génial. Et il en a fait un truc formidable. Ouais, bah voilà, je trouve que c'est un bon exemple, lui. Après, ça demande de l'audace, ça demande du courage. Moi, j'en ai moins que lui, je pense. Mais en tout cas, c'est un bon exemple. Oui, dans tous les cas, il faut. Il y en a d'autres d'ailleurs, voilà. Mais lui, c'en est un. Ouais. Et puis il vient de Lyon, alors c'est cool. Ah, ouais, non. Il vient de Lyon et reste à Lyon. Il continue de tourner à Lyon. Ce qui est C'est ça aussi. Une exception nationale quand même. Ouais, et ça, c'est vraiment une belle leçon aussi. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas que Paris. Alors, je suis pas anti-parisien ou nanana, mais quand on vient d'un truc, bah voilà, c'est bien. C'est bien. Effectivement, c'est un super exemple de parcours où tu n'es pas obligé d'aller dans les cases, ni à Paris, ni en faisant du cinéma ou de la série comme tout le monde le fait. Alors, je reviens sur presque un dernier point. Le fait que tu refuses la violence, moi je suis pas tout à fait d'accord sur le. Je trouve qu'en fait la violence, il y en a partout. Il y en a dans le fait de. Si je prends un exemple extrêmement facile, quand tu fais de la trottinette et que tu as l'impression d'être un bobo sympathique, acceptable, etc. En réalité, les batteries, elles sont fabriquées dans des pays en voie de développement. Et donc, on te vend le fait que tu pollues pas parce que tu utilises des moyens de déplacement doux. Je sais plus comment on appelle ça, c'est un truc comme ça. Ouais. Mobilité douce. Alors qu'en fait, la pollution, tu la déplaces. Donc, il y a toujours une forme de violence dans tout ce qu'on fait. Est-ce que, du coup, le refus de la violence, c'est pas aussi... et on recolle encore une fois avec la timidité, le refus d'occuper l'espace, c'est pas aussi une façon de refuser de tuer le père, quoi. C'est-à-dire de dire non mais putain, j'ai le droit d'exister, je t'emmerde, quoi. Ouais, t'es fort, Mika. Tuer le père, bah oui, c'est ça. Ouais. Non, est-ce que c'est pas la marche que tu dois prendre là, ou en tout cas que tu peux prendre pour que tes mises en scène elles soient vues, pour passer un cap, le cap que tu mérites aussi. Oui. C'est ça. Tu as touché... voilà. Là où... Oui, totalement. T'es pas obligé de répondre. Hein. Mais le père, ouais, tuer le père, alors voilà, si tu veux rentrer là-dedans, j'ai déjà tué... pas physiquement, hein. Ah, bien sûr, non, mais quand je dis ça, c'est évidemment métaphoriquement. Ouais. Métaphoriquement, et pas, voilà, imaginez que j'ai buté mon père, il est encore en vie. Mais oui, il y a cette notion-là. Je pense que je ne l'ai tué qu'en surface, pas encore suffisamment. Ouais, il y a de ça, ouais. Il y a de ça. Mais c'est compliqué. Mais moi, chez moi, le chemin est toujours très, 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 très long. Alors, je sais pas, je vais peut-être vivre jusqu'à 150 ans pour faire voilà, ce que les autres arrivent à faire en 30 ans. Moi, il va me falloir 2 vies pour le faire. Mais t'es sur le chemin, donc oui, l'important, c'est d'être sur le chemin. Ouais.